Alors on est parti pour quelques exercices sur la leçon 105 ou 102 pour l'interne, groupe de permutation. Bien, ensemble fini. Nombre minimal de générateurs de SN. C'est une question assez classique et bon, c'est pas quelque chose qui demande une grande inventivité, il faut le savoir. Vous avez ce système 1, 2 jusqu'à n, donc ça c'est le n cycle dans Sn, donc un n cycle complet, et 1, 2 qui va constituer un système de générateurs. Pourquoi? En gros, parce que si vous prenez, lui je l'appelle sigma et lui je l'appelle tau, sigma tau sigma moins 1, d'après la formule de conjugaison, ça va être encore une transposition, et c'est la transposition qui correspond au déplacement de 1, 2 vers 2, 3. Voilà, et quand on va continuer, on va avoir, donc comme ça, dans le sous-groupe engendré par ces deux éléments, on va avoir 3, 4, 4, 5, tous les i plus 1, et les i plus 1, dans le plan, on a pu mettre que c'était un système de générateur, donc on obtient avec ça un système de générateur. Pourquoi est-il minimal? D'abord pour n égale 2, il est pas... Bon, pour n égale 2, il n'y a qu'un seul élément, finalement. D'accord, voilà. Et pour n quelconque, il est minimal parce que s'il n'y avait qu'un seul générateur, ce serait un groupe cyclique, donc abélien. Or, on sait que Sn, pour n strictement supérieur à 2, n'est pas abélien. Voilà, donc c'est un classique en fait. Hein, c'est pas... Sn est-il isomorphe à n croix z sur 2n? Alors si on regarde l'ordre, là on a factoriel n, là on a factoriel n sur 2 fois 2, donc c'est encore factoriel n, donc ça pourrait le faire. Bon, alors je rappelle, qu'est-ce que c'est que ce groupe-là? C'est le produit direct des deux groupes. Au niveau ensemble, ensemblistement, c'est l'ensemble des couples, et au niveau de la loi de groupe, on multiplie terme à terme, en quelque sorte. Hein. Et en fait, on se rend compte que si on prend la partie ici, E, ça E, c'est l'élément note de n, croix z sur 2z, eh bien, ça va être un élément central, ça va être dans le centre de ça. Et donc, par isomorphisme, on aurait un élément non trivial dans le centre. Or, Sn est pour centre, un centre trivial pour n strictement supérieur à 2. Donc pour n égale 2, oui, parce que A2, c'est l'élément neutre, et S2, c'est Z sur 2Z, mais pour n strictement supérieur à 2, non, il n'est pas isomorphe à cause de cet élément central, et vous vérifiez facilement avec la loi de groupe que ça, c'est bien dans le centre. Une question simple encore, le commutant de ce n cycle dans Sn. Alors comment on va faire? Il faut, comme je le disais dans le plan, on va prendre Z, oui, puisqu'il commute 1, 2 jusqu'à n, z-1 est égal à 1, 2 jusqu'à n. Voilà, c'est ça qu'il faut résoudre. Donc là, on applique tout bêtement la formule, c'est z de 1, z de n égale 1, 2 jusqu'à n. Mais attention, c'est ce que je disais précédemment, l'écriture ici n'est pas unique. L'écriture d'un cycle n'est pas unique. Elle est unique modulo permutation cyclique. C'est-à-dire que z de 1 n'est pas forcément égal à 1. En revanche, si on fixe z de 1 égale k, ici, k compris entre 1 et n, alors z de 2 égale k plus 1, etc. Et z de L est égal à k plus L moins 1 modulo n, hein, évidemment. Ce qui fait qu'on a une bonne idée de ce que vaut z. Z, c'est le cycle 1, 2 jusqu'à n, puissance k moins 1. On vérifie que c'est exactement ça. Bon, maintenant, si
on veut le commutant de 1 de K. Eh bien, ça va être pareil, sauf que Z ici va pas être entièrement déterminé, alors que là, on avait toutes les images de Z, donc Z était entièrement déterminé. Là, on aura juste les images de Z de 1 à K, et ensuite ce sera quartier libre. Donc ça voudrait dire que, pour la question quel est le commutant du K-cycle, alors Z va s'écrire de la forme 1, 2 jusqu'à K puissance, je ne vais pas réutiliser K, alors je vais utiliser, je ne sais pas moi, R, d'accord? Voilà, moins 1, bon, de toute façon je peux l'appeler R, ça va être une puissance de ce K-cycle, mais ensuite vous allez avoir un taux, d'accord, qui va permuter les n-k autres. Donc on va avoir une permutation, donc taux de i fixe i pour i de 1 à k. D'accord, donc ça ne bougera pas, comme ça ces deux-là ils vont commuter, et taux va permuter les n-k autres. Ce qui va faire que en tant que groupe, le centralisateur ici, ce sera ici z sur kz, puisqu'on a un groupe ici qui est d'ordre K, et croix S n-k. On permute les deux autres. Bon, on vérifie que l'application qui ici a R et taux envoie 1K puissance R fois taux, eh bien un isomorphisme de ce groupe-là, de ce produit direct, vers le centralisateur du K-cycle. Voilà. Bon. Le plus important est de comprendre surtout ça, et puis ensuite de s'entraîner un petit peu là-dessus quand ça devient un petit peu compliqué et qu'il faut dire les choses en termes de produits directs. Alors maintenant, sous-groupe d'ordre P de SP, pour P premier. Alors là, c'est important de voir que le cardinal de SP, c'est factoriel P. Et P, bien sûr, divise. Donc il va y avoir des sous-groupes d'ordre P. On peut parler du lemme de Cauchy qui assure que ça existe. Maintenant, si c'est un sous-groupe d'ordre P, on sait qu'un sous-groupe d'ordre P, par Lagrange, il est isomorphe à Z sur PZ. Donc il possède un générateur. Un générateur qui va être d'ordre P, forcément. Alors, si on a un générateur d'ordre P, ça veut dire qu'on a un élément d'ordre P. Alors, je vous rappelle, et c'est important aussi dans la leçon, que quand on a des cycles C1 jusqu'à CK, on a une décomposition en cycles à support disjoint. Alors, l'ordre, quand on regarde l'ordre de ça, c'est le PPCM des ordres des CI, c'est-à-dire des longueurs des CI. Voilà. Mais comme là, l'ordre du générateur ici, c'est P, le PPCM ne peut être qu'un cycle de longueur P, parce que P est premier, et donc on ne pourrait pas avoir dans le PPCM des cycles de longueur plus petite. Donc ça veut dire que le générateur, ici, d'un sous-groupe d'ordre P, c'est forcément un cycle de longueur P. Donc ici, vous allez avoir I1 jusqu'à IP, donc on a tous les éléments ici, engendre le sous-groupe. Alors maintenant, on peut se demander combien il y en a. Là, on en a fait une description, mais on peut se demander combien il y en a. Alors, combien il y en a? Eh bien, il va y avoir là-dedans un élément neutre et P-1 élément d'ordre P. C'est bien connu, d'accord? Ça provient directement de Lagrange, qui dit que l'ordre d'un élément, là-dedans, c'est soit 1, soit P, parce que P est premier. Voilà. Donc, ici, ces éléments sont regroupés en P-1 générateur là. Alors, combien il y a d'éléments ici? Ici,
combien il y a de cycles? D'abord, combien il y a d'écritures de cycles? Des écritures de cycles, on a I1 jusqu'à IP, donc ça, c'est juste factoriel P. Ça, c'est le nombre de façons que je peux écrire un cycle. Mais maintenant, ça correspond exactement, attention, hein, ça c'est important dans la leçon, les écritures de cycles et les cycles, c'est pas en bijection. Chaque cycle correspond à, ici, P écriture de cycle. Donc il faut diviser par P pour avoir vraiment les cycles. Et il faut diviser par P-1 pour avoir le nombre de sous-groupes. Donc ici, ça nous fait factoriel P-2. On a factoriel P-2 sous-groupe d'ordre P dans SP. Entre parenthèses, étant donné que l'ordre de SP c'est factoriel P, eh bien tous les produits à partir de P-1, ils ne sont pas divisibles par P, donc ça veut dire que les P silos de SP sont exactement d'ordre P, et là on vient de calculer le nombre de P silos. Donc si on regarde, pour ceux qui connaissent le théorème de Silo, on devrait avoir que ceci est congru à 1 modulo P. Et oui, c'est vrai par le théorème de Wilson. Le théorème de Wilson dit que factoriel P-1 est congru à -1 modulo P. Mais si on divise par P-1, en quelque sorte, qui est inversible dans Z sur PZ, eh bien, et que P-1 c'est -1, ça vous fait que factoriel P-2 c'est congru à 1 modulo P. Donc on retrouve avec bonheur Wilson. Wilson! Alors, là, vous voyez, on est en train de monter en difficulté. Alors, vous ne serez pas surpris de voir cet exercice-là. Là, bon, celui-là demande vraiment à être guidé. Hein. A6 possède-t-il un sous-groupe d'ordre 72? D'accord? Donc, si le jury vous pose cette question-là, il y a une variante, c'est A5 possède-t-il un sous-groupe d'ordre 15? Plus commune. Bon, je me suis amusé à faire cette variante-là. Donc, ne pas s'évanouir, évidemment, c'est la base. A6 possède-t-il un sous-groupe d'ordre 72? Il faut avoir un bon réflexe, et le bon réflexe, c'est d'abord de dire, est-ce que 72 divise l'ordre de A6? L'ordre de A6, c'est factoriel 6 sur 2, et on trouve 360. Et pas de chance, on aimerait bien balayer ça d'un revers de manche, mais non. Ça, 5 fois 72, ça fait bien 360. Donc, ça divise, et Lagrange n'est pas un argument réfutant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, regardez, vous prenez A6. Comme on a un sous-groupe d'ordre 72, qu'est-ce que vous voulez faire avec un sous-groupe? Vous regardez les classes, modulo le sous-groupe, et vous avez une action sur les classes A6 quotientées par ce sous-groupe H, je vais l'appeler H. Voilà. D'accord? Alors, vous savez ça, ça veut dire que A6 qui agit là-dessus, donc ça c'était déjà dans la leçon 101 que j'ai fait précédemment, il y a une action transitive par multiplication à gauche sur les classes. Mais ça, c'est de cardinal, 360 sur 72, c'est-à-dire 5. Ce qui veut dire que A6 s'envoie dans S5. Alors, on a A6 qui possède 360 éléments, qui s'envoie dans S5 qui en possède 120. Donc, forcément, il va y avoir un noyau. Maintenant, s'il y a un noyau, donc ce n'est pas l'identité, ça veut dire que c'est tout, parce que A6 est simple. Donc, ça veut dire que c'est trivial. Mais si l'action est triviale, ça veut dire qu'elle fixe tout, donc elle ne peut pas être transitive. Donc, c'est un problème. Et A6 ne possède pas un sous-groupe d'ordre 72. Voilà, on va continuer avec d'autres petites questions et exercices de type jury sur cette leçon. Alors, on va regarder maintenant des exercices sur les morphismes.
Ça demande peut-être un petit peu plus de technique, hein, et en particulier, il va y avoir le morphisme signature, hein, pour les deux derniers. Alors le premier, existe-t-il un morphisme surjectif du groupe Sn vers Sn-1? Alors, s'il est surjectif, on connaît son image, donc ça veut dire, le réflexe, c'est de regarder le noyau. D'accord? Donc si on l'appelle phi, ker de phi, on sait que c'est un sous-groupe distingué de Sn, d'ordre, et bien forcément, factoriel n sur factoriel n-1, donc d'ordre n. Je pense que ça, c'est le premier réflexe à avoir, un réflexe sain, face à ce genre de questions. Bien. Maintenant, est-ce qu'on a des sous-groupes distingués dans Sn d'ordre n? Alors, pour n, hein, pour n égale, on va regarder, pour n égale 2, qu'est-ce qui va se passer? S2 dans S1, oui, ok. Pour n égale 3, alors on va regarder S3 dans S2. Oui, parce que en fait, S3 possède A3 comme sous-groupe distingué d'indice 2. Donc, finalement, ça veut dire que quand on quotiente, on a un groupe d'ordre 2. Et le seul groupe d'ordre 2, il est isomorphe à S2. Donc là, ok. Bon, maintenant, n égale 4, je sors la carte Joker. Voilà. N égale, oui, parce qu'il y a le fier groupe E, et puis il va falloir le groupe de Klein, ici, qui est d'ordre 4, qui est distingué. Voilà. Bon. Mais maintenant, pour n strictement supérieur à 4, non, parce que on sait que les seuls sous-groupes distingués de Sn, c'est An, qui est certainement pas d'ordre n, parce qu'il est d'indice 2, et puis E et Sn, donc il n'y en a aucun qui est d'ordre n, donc là c'est non. Alors juste, pour parler de n égale 4, alors là ça va être oui, parce que S4, quotienté par le groupe de Klein, donc je vous rappelle que c'est un groupe isomorphe à Z sur 2Z, croix Z sur 2Z, il est composé des 3 doubles transpositions de S4 et de l'identité, eh bien ça va être un groupe finalement d'ordre 6. Alors maintenant, des groupes d'ordre 6, à partir du moment où il est non commutatif, c'est effectivement S3. Hein, c'est forcément isomorphe à S3. Donc il suffit de montrer qu'il est non commutatif. Donc ça veut dire qu'il suffit de montrer qu'il y a un commutateur, c'est-à-dire qu'il y a un élément de la forme GH, G-1, H-1 dans S4, qui n'est pas dans V4. Et voilà. Alors ça, peut-être on peut laisser le cas n égale 4 à part. Je le trouve très très joli, ce cas n égale 4, quand on le regarde dans la géométrie. Par exemple, la géométrie du tétraèdre. C'est-à-dire que S4, c'est le groupe des isométries du tétraèdre régulier. Et forcément, il agit sur les 3 bimédianes du tétraèdre. Une bimédiane, c'est quand on prend le milieu d'une arête et on trace la droite qui rejoint le milieu de cette arête avec le milieu de l'arête opposée du tétraèdre qui est comme ça. Vous voyez ? Et là, vous en avez 3, parce qu'il y a 6 arêtes, donc il va y avoir 3 bimédianes. Et en fait, il va y avoir une action transitive de S4 sur ces 3 bimédianes. Parce que, forcément, comme on a un groupe d'isométrie, il va transformer une bimédiane en une autre bimédiane, et c'est pas difficile de voir que l'action est transitive. Et donc, on tire de ça un morphisme de S4 dans S3, puisqu'il y a justement 3 bimédianes, et c'est pas trop dur de voir qu'il est transitif. Bon, je conseille de voir le chapitre 13 de Nouvelles histoires hédonistes pour avoir plus de précision sur ce cas n égale 4 sur lequel j'ai joué mon joker. Ok, on continue. Existe-t-il une injection de S3 dans A4?
Alors, une injection. Alors, effectivement, on pourrait imaginer que S3, ici, qui est d'ordre 6, s'injecte dans un groupe d'ordre 12. Donc Lagrange, encore une fois, n'est pas une obstruction, malheureusement. Regardez, c'est assez amusant. Bon, je trouve que c'est peut-être une astuce. Regardez ce qui se passerait si je dérive. D'accord ? Effectivement, le groupe dérivé, c'est le sous-groupe dérivé, c'est un sous-groupe qui est engendré par les commutateurs, donc les éléments de la forme G, H, G-1, H-1. Et si iota est une injection d'un groupe vers un autre, iota, si c'est un morphisme, il envoie un commutateur sur un commutateur, donc il envoie le groupe dérivé sur le groupe dérivé ici, tout en restant injectif, évidemment, puisque c'est toujours iota. Donc on aurait iota de S3 qui serait un sous-groupe de iota de A4. Mais iota de S3, c'est A3, ça je vous ai dit, ça peut se mettre dans la leçon, ce serait un sous-groupe de iota de A4. Mais A4, c'est V4, c'est le groupe de Klein. D'accord ? Donc ici, on est passé à 3 éléments, et là, on est à 4 éléments. Et là, ça, c'est pas possible à cause de Lagrange. Vous voyez ? Là, ça y est, enfin, Lagrange est une obstruction. Je trouve joli, ceci. Et maintenant, on attaque 2 exercices sur donc un classique et un plus difficile sur la signature. Alors la signature, quand même, je veux en faire de la pub parce que c'est un objet qui est ridicule, tellement ridicule qu'on l'a appelé epsilon, c'est le petit poussé, si vous voulez. Mais c'est en même temps le héros d'une belle histoire, hein, parce que epsilon, s'il n'y avait pas de signature, l'existence de la signature fait qu'il y a une cohérence à échanger, si vous voulez, une famille de n vecteurs, comme ça, à échanger 2 vecteurs dans une famille en multipliant par -1. Donc quand on va essayer d'obtenir VI1, VIK, VIN, ici, qu'on va les redresser pour obtenir un epsilon de l'application qui a n donne I, un K donne IK, fois VI1, V1, jusqu'à Vn. Voilà. On redresse. Et à chaque fois qu'on fait une petite permutation, comme ça, qu'on échange deux vecteurs, eh bien, on multiplie par -1. Et on a quelque chose de bien défini. Ça, c'est important. Et ce qui fait que s'il n'y avait pas cette cohérence assurée par epsilon, cette indépendance du choix de la façon de permuter pour redresser ici nos vecteurs, les réaligner sur 1 jusqu'à n, s'il n'y avait pas cette cohérence-là, eh bien, il n'y aurait pas de déterminant. Et est-ce que vous imaginez un monde sans déterminant ? C'est inimaginable. Donc, epsilon est à la base, et d'ailleurs on le retrouve dans la formule du déterminant, il est à la base de ça. Donc, il a complètement changé l'histoire du 19e siècle, hein, ce epsilon, et il l'a changé de 2 façons, c'est-à-dire avec le déterminant, et aussi parce que son noyau, c'est un groupe AN qui est simple pour n supérieur à 5, ce qui a prouvé l'impossibilité de la résolubilité par radicaux. Donc, je pense qu'il est tout petit rikiki, mais bon, faut mouse cousteau, hein, voilà. Donc, bon, tout ça pour dire, pour faire de la pub pour epsilon. Hein. Quels sont les morphismes de Sn dans C étoile ? Bon, on a vu dans la leçon que les morphismes de Sn dans le groupe 1-1, c'était le morphisme trivial et epsilon. Donc, il y a déjà ces deux-là. On va montrer qu'il n'y a que ceux-là. Alors, on va regarder phi de t. Pour t, une transposition. On appelle phi un morphisme de Sn dans C étoile, et on regarde phi de t. Bon, étant donné que phi de t2, c'est phi de l'identité, de l'élément neutre, donc c'est 1, forcément.
C étoile, c'est l'élément neutre de C étoile. Ça veut dire que phi de T2 est égal à 1, et donc ça veut dire que phi de T égale plus ou moins 1. Si, pour toute transposition, phi de T est égal à 1, alors on a phi de T qui est égal à 1 pour un système de générateur, donc phi est trivial. Donc on l'a. Voilà. Maintenant, si phi de T égale moins 1 pour un T, alors T, ce que j'appelle T depuis le début, c'est une transposition. Hein, j'espère que je l'ai dit. T est une transposition. Eh bien, si pour une transposition, on a phi de T égale moins 1, alors comme les transpositions sont toutes conjuguées entre elles, eh bien, si on va faire phi de T', ben, ça veut dire que c'est phi de sigma T sigma moins 1. Et comme on va dans un groupe abélien, ben, c'est forcément phi de T. Donc c'est moins 1. Alors maintenant, comme T, donc ça veut dire que si une seule transposition va vers moins 1, alors toutes les transpositions vont vers moins 1. Et dans ce cas-là, eh bien, on reconnaît que phi, quand on décompose une permutation en transposition, on reconnaît que phi, c'est la signature. Donc dans les deux cas, on a vu que tout morphisme dans C étoile, hein, c'était soit le morphisme trivial, soit la signature. Bien. Et là maintenant, on attaque celui-ci, un petit peu plus difficile, qu'on appelle aussi, on le retrouve sous le nom de lemme de Zolotarev, qu'on peut trouver dans le carnet de voyage en algébrie. Ici, vous avez A dans Z sur PZ étoile, le groupe, et on regarde la multiplication par A, d'accord, qui a X donne AX. Donc, effectivement, comme A est inversible, ben, on peut inverser A, et la multiplication est inversible. C'est-à-dire que on peut retrouver X à partir de AX, en divisant par A. Donc, ça veut dire que mu A est une permutation d'un ensemble à P-1 éléments. Et on demande quelle est la signature de mu A. Voilà. Alors ça, c'est un exercice plus difficile, classique parce que ça s'appelle lemme de Zolotarev, mais un peu difficile. Ici, on a un morphisme qui va de Z sur PZ étoile, c'est comme bon, voilà, une action, hein. On a une action de Z sur PZ étoile sur lui-même par multiplication, à gauche, et là, vous voyez, vous avez un espèce de morphisme de Cayley, hein, que vous pouvez retrouver dans la leçon 101, hein, morphisme de Cayley, du groupe qui agit à gauche sur lui-même et qui donne ce morphisme-là. Voilà. Donc on va s'intéresser à ce morphisme qui a A donne mu A, parce que je vais regarder maintenant, je vais le prolonger par la signature, et finalement, la question peut se dire comme ceci, quel est ce morphisme? Ben ouais, mais c'est un morphisme de là vers là. Donc, soit il est trivial, dans ce cas-là, la signature de mu A, bah, c'est simplement la signature 1, soit il est non trivial. Bien. Alors, regardons d'abord les carrés. Si on a un élément de la forme B2, bah, forcément, il va aller vers un carré ici, puisque ça c'est un morphisme, hein, on a composé de morphismes, on a un morphisme, donc ça va vers 1. Donc les carrés, ça va vers 1. Des carrés, dans Z sur PZ étoile, il y en a combien? Eh bien, d'après le symbole de Legendre, ceux qui connaissent le symbole de Legendre, ils savent que des carrés, il y en a P-1 sur 2. Ah, j'ai oublié de dire que P était impair. Bon, si P est pair, de toute façon, c'est P égale 2, voilà, il n'y a pas grand-chose. Donc, des carrés, il y en a P-1 sur 2. Donc déjà, on sait que les carrés sont déjà de signature 1. Donc le noyau, ici, va contenir, le noyau de ce morphisme composé, va contenir les carrés. Donc maintenant, comme on va avoir donc les carrés, que j'appelle K, donc c'est un sous-groupe ici,
du groupe multiplicatif Z sur PZ étoile, c'est inclus dans le Ker de ce que je vais appeler psi, ici. Maintenant, comme il est d'indice 2, d'accord, puisqu'il est de cardinal P-1 sur 2, bah, soit le morphisme est trivial, et dans ce cas-là, le noyau, bah, c'est tout, soit le morphisme n'est pas trivial, et dans ce cas-là, il a le bon cardinal, et on va avoir égalité. Il suffit de montrer maintenant que le morphisme ici, ce morphisme, n'est pas trivial. Donc si j'arrive à montrer que psi non trivial, alors je vais avoir que ker de psi est égal à, en cardinal, à P-1 sur 2, et c'est exactement le nombre de carrés, donc K égale ker de psi. Ce qui voudra dire que si psi est non trivial, alors les carrés seront de signature 1, et les non-carrés seront de signature automatiquement moins 1, parce qu'ils ne seront pas dans le noyau. Mais on sait que Z sur PZ étoile est cyclique, donc il possède un générateur oméga. Et comme c'est un générateur, ça veut dire que mu oméga, comme c'est cyclique, il va envoyer 1 fois oméga, ça fait oméga, oméga il va l'envoyer sur oméga 2, etc. jusqu'à oméga, P-2, et ensuite, ici, il va reboucler. Ça veut dire que mu oméga est un P-1 cycle. Donc, sa signature, la signature de mu oméga, c'est moins 1 puissance P-1 moins 1. Voilà. Il faut connaître la signature d'un cycle, hein, d'accord? C'est moins 1 puissance sa longueur moins 1. Et donc ça fait, ça fait moins 1 parce que P est impair. Voilà, donc ça veut dire que psi est non trivial. Et donc on a gagné. Voilà, celui-ci est un peu dur, mais il est intéressant quand même. Hein. Lemme de Zolotarev, vous pouvez le voir dans mon carnet de voyage en Algébrie. Et voilà, on va terminer sur cette petite séance de questions. Ensuite, on va passer donc au développement hein, sur cette leçon, et là, il y en a pléthore.